qu'il a mis sa main dans la fourmilière, dans la gueule des loups. Le procès de Constant Mutamba au Congo, on attend le 27 août pour que le verdict soit établi. Pour l'instant, 10 ans de prison, 10 ans de travaux intérêts, comme c'est triste. Oh. Qu'il a mis sa main dans la fourmilière, dans la gueule des loups, et en public, à monde de vision, ça se voit, et les Africains ne le soutiennent pas. Vous voulez connaître un autre martyr comme Kadhafi? Vous voulez connaître un autre martyr comme Thomas Sankara au Congo? Le Congo ne nous a jamais proposé un panafricanisme, ne nous a jamais proposé quelqu'un qui va libérer ce grand pays que Constant Mutamba. Le gars est accusé d'un détournement qui n'existe nulle part. On dit que l'argent est dans le fonds où il devait être, parqué dans les banques où il devait être. Mais Constant Mutamba est poursuivi. Or, dans cette histoire de 19 millions de dollars, donc Constant Mutamba n'a jamais touché, et que l'argent est dans les fonds où il devait être, parce qu'on l'accuse de détournement d'un agent qui devait servir à construire une prison. Sauf que Constant Mutamba, il va plutôt découvrir qu'il y a 17 millions de dollars dans ce compte qui ont été détournés. Et ceux qui doivent répondre de ça, c'est eux qui suivent Constant Mutamba, de répondre à un argent qu'il n'a pas touché. Un argent qui est là. Par contre, l'argent qui a été dilapidé, volé, avant la vie de Constant Mutamba, personne ne suit. Oui, Constant Mutamba est venu comme quelqu'un qui vient dans une fourmilière de corrompus de tout. Et quand je vois Constant Mutamba, je vois Samuel Eto'o au Cameroun. La même chose quand Samuel Eto'o arrive, ne serait-ce qu'à l'Afrique à foot. Mais quelle cabale! Quelle cabale! Parce que dans une société de corrompus, c'est-à-dire que chaque cellule où quelqu'un vient faire balayer est un problème. Et comme on sait qu'il s'était déjà attaqué à la justice en tant que ministre de la Justice, parce qu'il estimait, il dénonçait cette justice corrompue. C'est cette justice qu'il a su aujourd'hui. Autant pour moi qui le suis. Et nous les Africains, on reste tranquille. On reste tranquille. On reste tranquille. C'est pour cela que j'implore une fois de plus un parlement civil africain où tous les leaders, tous les blogueurs devraient se concentrer. Nous ne pouvons pas parler de l'Afrique et être concentrés uniquement dans notre région, dans notre pays, ou dans ce que nous pensons que nous avons un droit dessus. Non. Si nous sommes des défenseurs de l'Afrique, l'Afrique a besoin de nous partout, hein, où son ADN se trouve. Et moi, je suis malheureux de voir qu'au centre de l'Afrique, au centre de l'Afrique, un des pays qui a perdu plus de 20 millions de ces individus parce qu'on pille ses ressources et tout, ne nous intéresse pas beaucoup. Oui, nous devons montrer notre solidarité avec Constant Mutamba et que les Congolais sachent que toute l'Afrique les regarde. Pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 millions. Alors on se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis, avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3000 détenus. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie à la baisse de 3000 à 2000 détenus la capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non, je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre
à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la Robank. Pourquoi? Parce que lorsque mes services vont demander comment s'opèrent les transferts des banques à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président, des frais bancaires. 300 000 $. Je dis, mais déjà, on n'a pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 300 000 $? C'est là que je vais demander à l'entrepreneur qui n'avait ce compte qu'à la BCDC, je dis bien. Je dis non, il faut alors, dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la Robank pour qu'il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre l'entreprise là ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Et c'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ces paiements ont été effectués. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la Première ministre. Et donc, c'est comme ça que Sénaref est intervenu. On m'informe, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Tout à fait. Et voilà au détournement. Oui, voilà comment c'est. Merci beaucoup. Merci. La prison, avec ses murs gris et ses barreaux rouillés, était censée étouffer l'âme de Constant Moutamba. Mais au lieu de cela, elle devint son lieu de méditation et de force. Chaque matin, il se levait avant les autres détenus, faisait sa prière silencieuse, puis écrivait sur de petits bouts de papier récupérés çà et là. Ces mots, confiés discrètement à un gardien compatissant, sortaient de la prison pour rejoindre les rues de Kinshasa. On les lisait à voix haute dans les marchés, dans les universités, dans les églises. Mes frères, mes sœurs, je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un homme qui a choisi la vérité. Si vous marchez pour moi, marchez pour vous-même, pour vos enfants, pour un Congo libre. Ces phrases, simples mais puissantes, galvanisaient les foules. On les imprimait sur des tracts, on les peignait sur des murs, on les partageait dans les téléphones. Peu à peu, Constant devint plus qu'un prisonnier politique, il devint un symbole. La répression, cependant, s'intensifiait. Chaque manifestation était dispersée avec violence. Des jeunes étaient arrêtés, parfois portés disparus. Pourtant, loin de décourager le peuple, cela attisait la flamme. Un soir, dans le quartier de Mazina, une vieille femme du nom de Mama Odile, connue pour ses prêches enflammés, prit la parole devant des centaines de personnes. Ils veulent nous faire croire que Moutamba est un voleur. Mais le vrai vol, c'est ce qu'ils font de notre pays chaque jour. Le vrai vol, c'est d'arracher l'avenir à nos enfants. La foule éclata en applaudissements et en chants. Les tambours improvisés, faits de bidons et de casseroles, résonnèrent dans la nuit. Le gouvernement, de plus en plus acculé, tenta une nouvelle stratégie, salir son image. À la télévision d'État, des émissions spéciales diffusaient des témoignages d'anciens collaborateurs, affirmant que Moutamba vivait dans le luxe, qu'il possédait des villas à l'étranger. Mais ces mensonges se heurtaient à la réalité. Le peuple connaissait son ministre, un homme simple, vivant modestement, toujours proche des siens. Un étudiant lança sur les réseaux sociaux une phrase devenue virale. Ils peuvent inventer 1000 villas, mais nous avons vu la maison de Moutamba. Une petite cour, un vieux portail. Où sont donc leurs palais? Pendant ce temps, dans les coulisses, certains membres du gouvernement commençaient à douter. Un conseiller du président confia en secret à un journaliste. Le problème, ce n'est pas Moutamba. Le problème, c'est que nous avons sous-estimé l'amour que le peuple lui porte. Même derrière les barreaux, il est plus fort que nous. Ces mots, bien que chuchotés, franchirent vite les murs du palais. Les divisions au sommet s'accentuaient, les rivalités éclataient. À la prison, Constant recevait parfois la visite de sa femme, Aline. Chaque fois, leur retrouvaille était émouvante. Aline, une femme digne, le regard fier malgré la fatigue, lui glissait à l'oreille. « Ne cède pas, Constant. Tout un peuple est derrière toi. » Et lui répondait doucement. « Si je tombe, relève-moi par ta force. Mais si je meurs, fais en sorte que mes enfants connaissent la vérité. » Ces instants,
à la fois doux et douloureux, nourrissait son courage. Un jour, un événement marqua un tournant. À Kisangani, à plus de 2000 km de Kinshasa, des milliers de personnes descendirent dans les rues pour réclamer sa libération. Des vidéos montrèrent des foules immenses, drapeaux en main, chantant « Mutamba ». Justice. Liberté. La mobilisation s'étendait désormais à tout le pays. Ce n'était plus une affaire de capitale. C'était une révolte nationale. Devant l'ampleur du mouvement, des organisations internationales commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Des ONG dénoncèrent un procès politique, des journaux étrangers publièrent des articles. La pression montait sur le gouvernement, qui commençait à perdre la face à l'extérieur. Mais pour le président, céder signifiait reconnaître sa peur. Il s'obstinait. Pourtant, dans ces nuits d'insomnie, hanté par le spectre des révoltes passées, il savait qu'il avait enclenché une mécanique qu'il ne contrôlait plus. Dans la prison, Constant continuait d'écrire. Ces mots, plus que jamais, se diffusaient comme des graines semées au vent. Un soir, il confia à un codétenu. « On peut enfermer mon corps, mais pas mon esprit. On peut m'enchaîner, mais on ne peut pas enchaîner la vérité. » Ces phrases, rapportées plus tard au peuple, devinrent des slogans de manifestation. On les peignait sur des banderoles, on les criait dans les cortèges.